Pierre Bellemare, Les amants diaboliques. Le silence de Jeannette. Elle a 25 ans, l'air d'une petite fille sage, en jupe plissée et corsage boutonné. Elle vient demander le divorce. En Angleterre, dans les années 50, il faut pour cela comparaître devant la cour des divorces et exposer devant un juge les raisons de sa demande. La procédure est longue, le consentement mutuel n'existe pas. Il faut alors de sérieuses raisons pour qu'un juge accepte dans un premier temps la séparation de corps des deux époux et plus tard le divorce. Jeannette n'est pas une femme battue, mais une femme trompée. Elle en a la certitude, mais pas les preuves. Sur le conseil de son avocat, elle a choisi d'invoquer la cruauté mentale. Elle n'a pas beaucoup de chances de gagner. Jeannette attend maintenant sa comparution. Elle est assise sagement sur un banc de bois dans une salle lambrisée du tribunal de Manchester et chuchote avec son avocat. Il lui explique pour la dernière fois comment se comporter devant le juge. Nos juges n'aiment pas beaucoup qu'on leur demande d'apprécier la cruauté mentale du conjoint. Certains disent que c'est un argument importé des États-Unis qui ne convient pas à la mentalité britannique. Soyez précise le plus possible. Évoquez les insultes, l'humiliation et la vantardise de votre mari à propos de ses conquêtes. Ah, et n'oubliez pas la provocation à caractère sexuel. Cela les impressionne toujours. En face d'eux, sur un banc de bois identique, Jim Mortimer, le mari, et un autre avocat. Jim est quartier-maître dans la marine royale. Il y exerce les fonctions d'infirmier. 27 ans, bien rasé, costume civil impeccable. Son avocat lui a conseillé de réfuter purement et simplement l'accusation de sa femme. Cruauté mentale. Le juge n'y croira pas une seconde. Croyez-moi, elle n'a aucune preuve d'adultère. Ça peut durer longtemps. L'huissier fait entrer le public, car public il y a. Les témoins des deux parties en présence, le cas échéant, mais aussi parfois de simples curieux ou des journalistes lorsqu'il s'agit de gens connus. Difficile dans ces conditions de divorcer dans l'intimité. Ce jour-là, il n'y a pas uniquement de simples curieux dans la salle, mais aussi des curieux très particuliers. Non que Jeannette et Jim Mortimer soient célèbres ou fortunés. Le premier se nomme Melvin Gates, officier de police. La cinquantaine dépassée, beaucoup d'expérience du métier et une bonne raison d'être là. Le second est un journaliste spécialisé dans les affaires criminelles. Lui aussi a de bonnes raisons d'être là, car ce genre de chronique représente son gagne-pain quotidien. Chaque semaine paraît à Manchester un magazine assez tapageur où il n'est question que de crimes et de faits divers recueillis par lui dans l'entourage de la police ou des tribunaux. Il signe ses articles du nom de Conrad Conley. Il repère immédiatement la présence de Melvin Gates, qu'il a souvent rencontré. « Tiens, vous avez un client dans la salle ?»« Peut-être. J'écoute ?»« Pas maintenant, Conley. Si j'ai raison, vous pourriez tout faire rater. »« D'accord. Pas maintenant, mais vous me gardez la suite. » Promis. Conrad Conley a également la spécialité des croquis d'audience, qui illustrent ses articles. Son œil inquisiteur, fureteur, se porte sur Jeannette, puis sur Jim. Il sort son carnet et son crayon. « Officier Gates, dites-moi lequel des deux, je prendrai de l'avance. »« Les deux, mon vieux. Si j'ai raison, vous pouvez croquer les deux. » Jeannette est nerveuse, tendue. Elle expose sa demande au juge sans jeter un regard sur Jim. « Mon mari a des liaisons extra-conjugales. Nous en avons parlé, il refuse de changer de comportement. Il s'en vante auprès de ses amis. »« Depuis quand, Madame Mortimer ?»« Depuis 2 ans. Vous a-t-il donné un motif à cette infidélité ?»« Non, il ne fait cela que pour me torturer. C'est évident, mon mari est un sadique. » Le terme de sadique n'est-il pas trop fort? Pouvez-vous nous donner un exemple? Jeannette se tourne vers son avocat, le regard embué, au bord des larmes. Il l'encourage d'un signe de tête. Conley, le journaliste, notera plus tard dans son article que la jeune femme a eu à cet instant des accents de sincérité évidente, révélateurs d'une souffrance profonde. Mon mari est très habile à trouver les mots qui font mal. Il sait menacer sans en avoir l'air, faire des allusions, des comparaisons. Je me sens humilié même la nuit. C'est une torture morale. Soyez précise, Madame Mortimer, j'insiste. Avez-vous des faits, des témoins? Il n'y a jamais de témoins. Il y fait très attention. Il sait parfaitement que cela le condamnerait.
le condamnerait à quoi, Madame Mortimer? Au divorce? Il en a peur. Il le refuse. Pourtant, vous dites qu'il vous trompe et ne s'en cache pas. Monsieur Mortimer, voulez-vous répondre à votre tour, je vous en prie? Y a-t-il adultère de votre part? Absolument pas. J'aime ma femme. Nous nous aimons depuis toujours. Elle a trouvé ce prétexte pour divorcer et m'enlever notre petite fille Pamela. Il semble que votre femme ne vous aime plus, monsieur Mortimer, puisqu'elle demande le divorce. Pouvez-vous nous dire pourquoi, à votre avis? Je l'ignore. Mon avis est qu'elle m'aime toujours. Je repose la question autrement, monsieur Mortimer. Pourquoi veut-elle divorcer? Autrement dit, que vous reproche-t-elle lorsque vous en parlez? Jim Mortimer semble un peu surpris de la question pourtant banale. Il répète. Reprocher? Ce qu'elle me reproche? Je n'en sais rien, je ne peux pas le dire. Elle n'a rien à me reprocher. Vous m'étonnez, monsieur Mortimer. Voulez-vous dire que votre épouse ne vous a jamais dit personnellement ce qu'elle vient de dire ici même? Que vous avez des liaisons? Que vous la torturez mentalement? Exactement. Je pense qu'il s'agit des arguments de son avocat qui n'a rien trouvé d'autre. Elle-même, et nous sommes mariés depuis plus de 7 ans, et tout le monde vous dira que nous étions très heureux. J'ai des témoignages. Un témoin confirme en effet que le couple était très amoureux et très heureux, un exemple pour leurs amis jusqu'à la perte de leur petit garçon Terence âgé de 6 ans. Un gamin plein de vie, il est mort si brutalement. Jeannette avait déjà perdu un premier enfant et la disparition de Terence lui a fait beaucoup de mal. Heureusement, il leur reste leur petite fille, Pamela. Tout le monde les trouve bien courageux. Jeannette Mortimer n'a pas de témoin pour contrer cette déclaration. Son histoire de cruauté mentale n'a pas impressionné le juge. Il semble qu'elle est perdue. Conrad Conley, le journaliste, remarque alors que Melvin Gates, le policier, se lève discrètement et se rapproche de l'avocat de Jeannette. Ils chuchotent tous les deux un instant, tandis que le juge déclare « Madame Mortimer, je ne vois pas, dans ce que vous prétendez devant cette cour, un motif de divorce. Je vous conseille de profiter de cette interruption d'audience pour en discuter avec votre époux. S'il consent à ce que vous quittiez le domicile conjugal, pour votre santé mentale, j'en tiendrai compte. Sinon... » Jeannette devint livide et son avocat doit l'aider à quitter la salle d'audience. Le policier est avec eux. Conrad Conley les rejoint à l'affût. Il vient d'assister à une séance banale. L'attitude du juge ne surprend personne. Jeannette aurait eu gain de cause si elle avait fourni des preuves, payé un détective pour les obtenir ou présenté un certificat médical attestant des coups reçus. Elle n'a rien. Et ainsi présentée, sa requête n'avait guère de chance de passer. Mais pour qu'un policier de la notoriété de Melvin Gates s'intéresse à une histoire de divorce aussi plate, et s'il s'y intéresse de près, c'est qu'il y a quelque chose. Devant le journaliste qu'il n'éloigne pas cette fois, l'officier Gates demande à l'avocat de Jeannette. « Maître, si vous m'y autorisez, j'aimerais avoir maintenant une conversation avec votre cliente. Je ne suis pas en mission, je voudrais simplement l'aider. » Maintenant, c'est maintenant ou jamais. Je crois à la sincérité de Madame Mortimer. À quel titre? J'ai enquêté il y a 2 ans après la mort brutale du petit garçon. Je pense que si Madame Mortimer demande le divorce aujourd'hui, c'est à cause de cela. Puisque nous sommes en privé, je peux vous dire ce que je sais. Le petit Terence est mort empoisonné par des bêtes sauvages qu'il avait cueillies et mangées lors d'une promenade dans les bois avec son père. Version officielle. La mienne est qu'il a été empoisonné, et aujourd'hui je suis sûr que son père est coupable. Jim Mortimer est infirmier dans la marine. Il a à sa disposition un certain nombre de médicaments, dont le barbiturique appelé Seconal. À l'époque, le médecin légiste avait remarqué la similitude des symptômes. Seconal ou baie empoisonnée. Madame Mortimer a confirmé la version de l'accident de promenade. Lorsque j'ai interrogé son mari à l'époque, elle l'a défendu avec passion. Elle en était visiblement amoureuse. Elle l'a protégé. Jusqu'à cette demande de divorce, je n'aurais pas pu dire qui était le coupable, de la mère ou du père. Aujourd'hui, je prends une option sur le père. Madame Mortimer, votre silence est coupable. Vous ne pouvez plus vivre avec l'assassin de votre petit garçon. Vous ne pouvez plus le protéger. Si vous voulez obtenir le divorce devant cette cour, je peux vous aider à justifier de la cruauté mentale dont vous parlez. Le journaliste ici présent sera témoin. Vous pouvez avouer maintenant, Madame Mortimer. Ici, dans cette salle d'attente. Et lorsque le juge reviendra, vous obtiendrez immédiatement la séparation et la garde de votre fille. Cessez de vous taire, Madame Mortimer.
C'est votre seule chance. »« Je ne peux pas l'accuser. Vous êtes fou. » L'avocat intervient à son tour gravement. « Jeannette, si ce que dit ce policier est exact, vous êtes coupable de complicité en vous taisant. Est-ce exact ? » ?»« Je l'aime. J'aime mon mari. Vous ne comprenez pas ? Je ne peux pas l'envoyer à la corde. » »« A-t-il, oui ou non, empoisonné votre fils, Jeannette ?» Conrad Conley, le journaliste, n'a jamais été aussi près d'un fait divers. À son tour, il argumente. « Écoutez, Madame Mortimer, disons qu'en ma qualité de journaliste, j'ai suivi l'enquête de l'officier Gates. Disons qu'aujourd'hui, vous m'avez fait part de vos soupçons. Seulement des soupçons, vous comprenez. Je peux en témoigner. Ces soupçons vous empêchent de vivre. Vous aimez votre mari, vous ne pouvez pas le dénoncer, mais la cruauté de cette situation est évidente. Dites-le au juge, je confirmerai. Vous obtiendrez au moins la séparation aujourd'hui. Je l'aime, et c'est vrai qu'il m'a trompé. Je voulais le punir. » L'officier Gates attend. Il empêche le journaliste d'en rajouter. Il fait taire l'avocat. Il prend Jeannette par le bras et la secoue sans ménagement. « Allez-y, punissez-le. Vous pourrez toujours dire ensuite que vous l'avez accusé par dépit. » Jeannette Mortimer a obtenu la séparation de corps et la garde de sa fille dans l'heure qui a suivi. Les soupçons dont elle avait fait état devant le juge avaient porté leurs fruits. Et, un mois plus tard, elle retournait auprès de son mari, la tête basse et toujours amoureuse, persuadée que personne n'allait prendre ses aveux au sérieux. Mais au début de l'automne 1958, le couple a été arrêté en pleine lune de miel. Au cours de son entretien dans la salle d'attente avec l'officier Gates, Jeannette avait avoué en privé devant son avocat et le journaliste Conrad Conley qu'elle avait elle-même fait disparaître le reste des capsules de Seconal, dont s'était servi le père, qui n'était peut-être pas le père. Jim a été condamné à mort par 9 hommes et 3 femmes constituant le jury. Ce même jury a considéré pourtant que Jeannette était innocente et n'avait gardé le silence que par amour. Malgré sa complicité après le crime, et bien que l'accusation ait établi qu'elle n'avait dénoncé son mari que par dépit, pour se venger de son infidélité et sur l'incitation du policier Gates, l'affaire a fait un certain scandale en Angleterre où l'on avait à l'époque une très grande réticence à accepter les circonstances atténuantes et la passion amoureuse excusant le crime. Conrad Conley, le journaliste témoin de l'instant de ses aveux, a écrit « Récemment, on a pendu chez nous une femme. » Ruth Ellis, la dernière femme exécutée en Angleterre. Pour avoir tué un amant qui l'exploitait et l'humiliait sans tenir compte de sa passion, sans lui accorder la moindre circonstance atténuante. Notre pays refuse le crime passionnel. Aujourd'hui, en 1958, on libère une mère amoureuse au point de pardonner à l'assassin la mort de son propre enfant, d'en devenir la complice et de vouloir vivre avec lui. Notre justice a bien du mal à s'y retrouver, entre raison et sentiment.